Bonsoir à tous, je suis très contente d'être là ce soir. Alors, effectivement, ce soir, on va voir comment est-ce qu'on fait la paix avec la nourriture. Le programme, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que les troubles du comportement alimentaire. Donc, je vais vous expliquer la définition de surface et la définition plus profonde. Ensuite, je vous parlerai du contexte actuel. En quoi est-ce que le contexte actuel, ça impacte en fait notre rapport à la nourriture, notre rapport au corps aujourd'hui? Il y a énormément de femmes, et je parle des femmes parce que c'est majoritairement elles que ça touche, mais ça touche aussi des hommes qui ont un rapport compliqué avec leur corps et avec la nourriture. Donc on en parlera. Ensuite, on identifiera ensemble quels sont finalement les critères qui montrent qu'on a un rapport qui n'est pas top en fait avec la nourriture, puisque on peut penser que tout va bien et en fait, on verra qu'il y a certains comportements qui montrent que ce n'est pas le cas, donc je vous aiderai à les identifier. Et enfin, on terminera par les grandes étapes pour se libérer des compulsions alimentaires, pour se libérer justement d'un rapport conflictuel avec la nourriture. Et après, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça ? Donc, moi, je m'appelle Flamendra, je suis coach de vie. Ça fait plus de 2 ans et demi que je fais ça. Franchement, c'est un métier passion. Ça me tient énormément à cœur de vous parler de cette thématique ce soir, puisque j'ai moi-même vécu les troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années. Donc, j'avais un rapport catastrophique avec la nourriture, avec mon corps. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. J'aime mon corps, je mange tout ce que je veux et surtout, je me sens bien. Et ça, c'est super important parce que quand on a un rapport compliqué avec la nourriture, avec son corps, on se sent vide intérieurement. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de moi ? Oui, du coup, ma mission, c'est vraiment de vous aider en fait à faire la paix avec la nourriture. C'est de vous aider à vous sentir libre, à plus globalement vous accomplir, vous sentir serein et à incarner votre plein potentiel et surtout le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà, et j'ai noté aussi que je suis végétalienne depuis plus de 8 ans, ce qui m'a amenée en fait à basculer doucement vers les troubles du comportement alimentaire. C'était un choix éthique et en fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais fait un régime sans le vouloir. Voilà, à propos de moi, et je suis passionnée aussi par la spiritualité, bon, voilà, d'où le fait que je suis là ce soir, par le coaching, par le bien-être holistique. Alors, j'ai envie de vous demander 2 choses ce soir. La première, c'est de rester hyper ouvert d'esprit, mais je pense que vous l'êtes si vous êtes là ici ce soir, parce que je vais vous partager des concepts dont vous n'avez pas forcément l'habitude, qui vont un peu à contre-courant. Donc voilà, donc votre cerveau va être un petit peu en mode bon, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais c'est génial, c'est bon signe en général quand le cerveau entre en résistance, c'est que on est sur voilà, de l'ouverture à à un nouveau paradigme, à une nouvelle façon de voir les choses. Et de faire confiance dans le processus que je vous partage, puisque voilà, je suis sortie d'un rapport conflictuel à la nourriture et au corps, donc je sais aussi de quoi je parle, et de tester en fait ce que je vais vous partager par vous-même par la suite. Voilà, alors j'ai envie de commencer par quelques petites questions. Répondez honnêtement, bien sûr. Levez la main si c'est oui et ne levez pas la main si c'est non. Qui ici a déjà fait un régime? Ok. Qui ici voit le sucre comme un poison, comme quelque chose de mauvais pour la santé? Pas mal, il y a plus de personnes. Ok, intéressant. Qui est-ce qui évite les glucides et les lipides parce qu'ils se disent que ça fait grossir? Ok, personne. Intéressant aussi. Je vous pose ces questions parce qu'en fait, la réponse pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est oui. Elles font des régimes, elles voient le sucre comme un poison et elles évitent les glucides et les lipides parce qu'elles pensent que ça fait grossir. Donc on va voir ce que c'est que justement les troubles du comportement alimentaire. Et avant de voir ce que c'est, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ce n'est pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'obésité ou un rapport compliqué avec la nourriture et son corps, c'est parce que c'est un manque de volonté. C'est tu manques de volonté. Ou c'est parce que tu manges trop, ou tu manges pas assez, ou tu manges trop d'aliments malsains. Voilà, il y a beaucoup cette idée-là qui est très répandue. Ou peut-être tu fais pas assez de sport aussi. Cette idée, t'as qu'à juste faire plus de sport et puis c'est bon, tu maigriras et tout ira bien. Et ça, en fait, c'est vraiment la surface. C'est absolument pas le cas. Un rapport conflictuel à la nourriture au corps, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors, je vous parle des principaux troubles du comportement alimentaire.
Il y en a d'autres, mais j'ai envie de m'attarder que sur les principaux. Donc, un qui n'est pas très connu, c'est l'orthorexie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orthorexie? En fait, c'est le fait de vouloir manger parfaitement, de vouloir manger sainement. Donc là, ce sont des gens qui vont éviter tout ce qui est considéré comme mauvais dans notre société. Donc, c'est-à-dire le sucre, les aliments transformés, les aliments riches, les aliments caloriques, en fait, et les aliments gras. Et en fait, ça, c'est pas du tout un rapport normal à la nourriture, puisque quand on a un rapport normal et serein avec la nourriture, tout est OK. On mange de tout. Et dans l'orthorexie, il y a des aliments qui sont bannis, il y a des aliments qui sont éradiqués. Ensuite, on a l'anorexie. Donc là, c'est un comportement où en fait les personnes vont se restreindre énormément. C'est des gens très rigides, c'est des gens très mentaux, c'est des gens qui ont un mental extrêmement puissant et qui vont tout faire pour manger le moins possible, en fait. Qui ont un cadre très très rigide aussi. Et voilà, il y a un cadre, il y a des portions qui sont limitées, donc c'est des gens qui peuvent être en sous-poids. Ça peut se voir, tout comme ça peut ne pas se voir également. Ensuite, on a la boulimie. La boulimie, ce sont des gens qui vont, pareil, se restreindre, mais eux vont finir par faire ce qu'on appelle des compulsions alimentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une compulsion alimentaire? C'est manger de grandes quantités de nourriture en un laps de temps assez court. Ça peut être, entre 1 à 3 heures. Et ça va être souvent des aliments jugés comme mauvais, c'est-à-dire des aliments riches, du pain, ça peut être des viennoiseries, du chocolat, ça peut être aussi de la charcuterie, voilà, des aliments jugés caloriques, mauvais pour la santé. Donc voilà, il va y avoir des compulsions et il va y avoir surtout un comportement compensatoire par derrière. C'est-à-dire que les gens, ils vont se dire « Merde, j'ai trop mangé, il faut à tout prix que j'élimine là tout ce que j'ai fait. J'ai craqué. » Et donc, elles vont utiliser des stratégies qui peuvent être utiliser des laxatifs, se faire vomir, jeûner, manger moins, prévoir de manger moins. Souvent, il y a cette idée de demain je me reprends parce que là, j'ai tellement merdé, j'ai tellement craqué, j'ai tellement mangé n'importe quoi que demain, il faut que je fasse vraiment attention. Et alors, il peut y avoir un ou plusieurs de ces stratégies. D'accord? C'est pas obligé que ce soit tous, ça peut être tous, ça peut être un, mais voilà, l'idée est là en fait. Il y a une idée de je dois compenser parce que j'ai vraiment fait de la merde. Et encore une fois, je suis passée par là, donc je vous dis ça en toute bienveillance. Hein. Je parle un peu franc, mais... et l'hyperphagie, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc c'est des gens qui, pareil, on va le voir, il y a de la restriction. Souvent, les personnes n'en ont pas conscience. Et elles vont manger de grandes quantités de nourriture, mais elles ne vont pas avoir de comportement compensatoire. En tout cas, pas de laxatif, pas de vomissement, pas de tout ça. Voilà. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que les troubles alimentaires, ça ne se voit pas. On ne peut pas savoir, juste en regardant quelqu'un, si la personne elle, souffre de troubles alimentaires ou pas, si elle a un bon rapport à la nourriture ou pas. Alors évidemment, il y a des choses qui se sentent. On peut sentir l'aura d'une personne, on peut sentir si cette personne se sent bien à l'intérieur d'elle, mais ce sont des gens qui sont très intelligents et qui le cachent extrêmement bien, qui trouvent plein de stratagèmes pour justement que ça ne se voit pas en fait. Parce qu'il y a beaucoup de honte souvent et de culpabilité de faire des crises, de manger, voilà ce qu'on appelle les crises, c'est manger plein d'aliments et puis ça peut être en cachette aussi. Et surtout l'apparence et le poids de quelqu'un, ça ne dit rien sur sa santé physique et mentale. De nos jours, il y a beaucoup d'idées reçues sur est-ce que cette personne elle est en bonne santé physique et mentale juste en regardant son apparence. J'ai accompagné des coachs sportifs. Ils sont hyper musclés, hein. Là, ils ont les abdos saillants, ils ont tout ce que vous voulez. Vous dire, putain, pas mal, quoi. Et en fait, cette personne souffre de troubles alimentaires. Donc, il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Mais ça ne veut pas dire que tous les coachs sportifs souffrent de troubles alimentaires. Hein. Il faut nuancer ça. Mais c'est que ça ne suffit pas. Donc moi, je peux le voir aujourd'hui parce que j'en suis sortie. Donc j'observe le dialogue intérieur de la personne et je vois les comportements et je sais, en fait. Mais quand on est dedans, ça ne se voit pas. Alors, je voulais vous dire quelle est la différence entre un mangeur normal et un mangeur un peu compulsif qui a un peu un rapport biaisé avec la nourriture. C'est l'état d'esprit et c'est l'état d'être. Donc, c'est la façon de penser. Et c'est aussi le rapport, en fait. C'est le rapport que la personne va avoir avec la nourriture et avec son corps.
Donc le problème, c'est pas la nourriture, c'est pas le corps, c'est pas le poids, c'est le rapport. C'est-à-dire la relation qu'on entretient avec la nourriture, la relation qu'on entretient avec son corps. Et moi, c'est ça que je travaille en tant que coach. C'est-à-dire que quand je parle de mon métier, souvent on me dit « Ah, tu donnes des plans alimentaires ?» Non. Non, parce que ça renforce le côté contrôlant du trouble alimentaire. Les gens qui en souffrent, comme dit, ce sont des gens contrôlants, très mentaux. En général, tout est planifié, tout est calibré, et l'incertitude, c'est compliqué. Donc, la différence, c'est que les gens qui souffrent de troubles alimentaires ont un désir obsessionnel de perte de poids. Toute leur vie tourne autour de ça. Elles veulent à tout prix perdre du poids. Et la peur numéro 1, c'est grossir. C'est perdre le contrôle avec la nourriture et grossir. Donc il y a un contrôle qui est établi autour de l'alimentation pour pas grossir. Il y a une insatisfaction corporelle. Donc c'est ce que j'expliquais avant. Voilà, le corps, il est jamais assez mince, il est jamais assez tonique, il est jamais assez fit. Ce sont des personnes qui vont se trouver toujours trop grosses, pas assez bien en fait. Et souvent, c'est au niveau du ventre et des cuisses. J'aime pas, mon ventre, il est trop gros. Et mes cuisses, elles sont trop grasses. Voilà. Il y a beaucoup de ça en tâche de fond. La faim, le fait de manger, et la nourriture, et le corps, sont vus comme des ennemis. C'est-à-dire, manger, c'est mal. Surtout manger des aliments riches, transformés, jugés malsains, c'est mauvais. Avoir faim, ce sont des gens qui vont tout faire pour repousser leur faim, avec plein de stratégies différentes. Ça peut être boire plein d'eau, boire plein de café, boire plein de thé, faire plein de choses aussi. C'est des gens, ils vont beaucoup s'occuper à faire plein de choses pour ne pas ressentir dans le corps, en fait. Parce que quand on est occupé à faire, on est dans l'action, et du coup, on n'est pas dans l'être. Et il n'y a que quand on est dans l'être qu'on peut ressentir ce qui se passe et du coup ressentir aussi les sensations de faim. Est-ce que j'ai faim? Parce que c'est une sensation qui vient du corps. Mais comme ce sont des gens qui fonctionnent avec le mental, eux, ils décident s'ils doivent manger ou pas avec le mental. Ils sont plus dans leur corps. On verra qu'il y a une dissociation du corps. Et que le corps est vu comme un ennemi, comme quelque chose de lourd souvent, de gras, de gros, voilà. Il y a un rapport qui est pas top. C'est des gens qui vont fonctionner en mode binaire. C'est soit je mange hyper sain, soit en général je perds le contrôle et là je m'autorise plein de choses. C'est ce que j'appelle la pensée dichotomique. C'est une pensée extrême, c'est une pensée très binaire. Sauf que la vie n'est pas binaire. La vie est faite de nuances. Et ce que je travaille beaucoup avec mes clients, c'est ça, c'est remettre de la nuance. Voilà. Il y a aussi beaucoup de règles alimentaires, c'est-à-dire, ok, à quelle heure il y a des heures auxquelles il faut manger. Il y a des aliments qui sont bien, d'autres qui ne sont pas bien. On le verra juste après, je vous en reparlerai. Et enfin, il y a la pensée de si je mange tout ce que je veux, mais c'est sûr, je vais perdre le contrôle et je vais grossir et ça va partir en cacahuètes. Et ça, en fait, s'il y a cette pensée, c'est qu'il y a de la restriction, c'est qu'on est dans un rapport qui est compliqué avec la nourriture. Voilà. Je voulais juste vous partager rapidement en fait, mon quotidien d'avant. Donc là, la photo que vous voyez là, elle date de 2015. Je pesais 50 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse de plus de 70. Et à cette époque, donc j'étais dans l'anorexie, je pensais que je faisais tout bien, que je mangeais parfaitement, etc. Sauf qu'en réalité, je me sentais vide, j'avais aucune vie sociale, j'avais perdu mes règles, je refusais tous les restaurants parce que j'avais hyper peur de manger, et si jamais il y a un truc calorique, oulala, moi ça me faisait hyper peur parce que j'avais peur de grossir. Je me pesais tous les jours. J'ai quitté mon partenaire parce que j'avais plus de désir sexuel, etc. Quoi d'autre? Oui, j'avais plein de problèmes de digestion, j'avais des ballonnements, soit j'étais constipée, soit ça n'allait pas à ce niveau-là. Je re-regarde parce que vous voyez, je me rappelle moi-même plus de ce quotidien-là d'avant, tellement que ça fait longtemps. Oui, j'avais des difficultés à me concentrer, à être présente, à être dans une conversation. Mon esprit était toujours en train de penser à qu'est-ce que tu as mangé,
comment tu vas faire pour éliminer. Je faisais énormément de sport à outrance, c'est-à-dire 2 heures de cardio, plus de la marche. Il fallait que je m'imposais des trucs style faut marcher 10 000 pas. Enfin, moi, c'était assez extrême, hein. Mais la plupart de mes clients sont moins extrêmes, mais moi, c'était assez extrême. Et en fait, je me sentais pas bien du tout, quoi. Je pense que vous devez vous en douter. Bon, voilà, ça c'était mon quotidien d'avant. Aujourd'hui, bon là, je vous ai mis voilà, un petit carré de chocolat que j'adore parce que j'en mange tous les jours, alors qu'avant, j'en mangeais plus, hein, parce que le chocolat, c'est mal, ça fait grossir. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'adore ça et que j'en mange absolument tous les jours. Et aujourd'hui, je me sens riche. En fait, je me sens en paix à l'intérieur, je me sens heureuse de vivre, je fais un métier que j'adore, j'ai des clients que j'adore, j'ai retrouvé mes règles, j'ai retrouvé la joie, j'ai une excellente digestion, je kiffe mon corps. Aujourd'hui, je suis habillée comme ça parce que, voilà, c'est pas pour vous plaire, c'est pour me plaire à moi, parce que j'aime m'habiller comme ça, et que voilà, j'ai pas honte, je m'en fous de ce que les gens vont penser, alors qu'avant, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient que j'ai grossi, et puis si je m'habille comme ça. Bon bref, c'était plein de questionnements. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, donc ça fait vraiment du bien de travailler sur soi quand même. Voilà, donc, et ça me fait plaisir d'accompagner les femmes sur ce chemin-là. Voilà, et surtout, je me connais extrêmement bien, je connais mon mécanisme, je me suis étudiée en profondeur. Alors évidemment, on se découvre toujours au fil de la vie, mais voilà, j'introspecte pas mal. Alors, je voulais vous parler du contexte actuel, donc ce qu'on appelle la diet culture. Voilà, je pense que vous n'êtes pas étranger à ça. Il y a beaucoup d'injonctions, donc des idées qu'on véhicule autour de il faut maigrir, il faut faire attention à ce qu'on mange, surtout quand on est une femme, il faut pas trop manger quand même, hein. Ah, tu prends un burger? Tu prends pas la salade? Ah, tu vas manger tout ça quand même? Ah ouais. Oh, tu manges un cookie? Faudra aller au sport, hein, parce que quand même, c'est un peu abusé. Et en fait, ce sont des phrases qui peuvent paraître anodines, mais qui, pour certaines personnes, alors pas pour toutes, hein, mais vont avoir quand même un impact sur le rapport à la nourriture et le rapport à son corps. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes à l'écran, j'essaie de les... Voilà. Ah oui, surtout, bravo, t'as perdu du poids. Donc la perte de poids est valorisée, c'est génial quand tu perds du poids. C'est, ah putain, t'as perdu du poids, mais t'es trop balèze. Ah ouais, t'as grossi? Mais tu te laisses aller, dis donc. Ah ouais? En plus, là, on est en septembre, pour prendre le sport. Donc, c'est vu comme quelque chose de mal. C'est connoté négativement le fait de grossir et positivement le fait de mincir. Le fait de faire attention, c'est connoté positivement. Et le fait de manger ce qui nous plaît, finalement, c'est un peu connoté se laisser aller. Voilà, donc bon, j'ai encore illustré avec des photos de moi. Là, c'est moi quand j'étais dans l'anorexie, donc voilà, on voyait la différence quand même. Et là, c'était pendant ma guérison des troubles alimentaires où je me prenais en photo. Ça faisait partie de ma thérapie, d'accepter mon ventre, de me prendre en photo, tout ça. Voilà, et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que mincir, voilà, manger peu, tout ça, ça veut pas dire réussir, ça veut pas dire être en bonne santé, ça veut pas dire oui, réussite, j'ai déjà dit. Voilà, arriver à se maîtriser qu'on est en bonne santé. Non. Et grossir, ça veut pas non plus dire manger beaucoup, que vous voulez laisser aller, que vous êtes en mauvaise santé, que vous échouez et que du coup c'est une vie de malheur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est gros, on a une vie de malheur, on se sent mal, on n'est pas en bonne santé physique et mentale. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont très minces et qui sont très mal dans leur peau, et à l'inverse, il y a des personnes qui sont ce qu'on peut dire grosses, et c'est pas connoté négativement, qui sont très bien en fait. Ça veut rien dire en fait. Mais c'est très dans l'inconscient collectif, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si en fait, mais non. Voilà. Et du coup ça souvent en général quand j'en parle, les gens il y a une petite résistance du cerveau dont je vous parlais au début. Beaucoup de gens pensent que ce qui fait grossir, c'est les aliments. C'est manger des donuts. Mais bien sûr que les donuts, ça fait grossir. Mais bien sûr que le chocolat, ça fait grossir. Mais bien sûr que le sucre, mais c'est un poison, mais ça fait grossir. Il faut surtout pas en manger. La junk food, les aliments transformés, c'est le mal. C'est le mal. Eh ben non, c'est pas le mal.
Parce que quand on pense ça, c'est qu'on manque cruellement de nuances. On se dit, il y a des aliments qui sont bien, puis il y a des aliments qui sont mauvais. Mais non, la vie est plus complexe que ça. Je vous expliquerai après. Et en fait, ce qui fait vraiment grossir, donc, c'est pas les aliments. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Avez-vous envie que je vous dise? Bon, c'est écrit sur le slide, en tout cas. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est un peu chelou. C'est normal, moi aussi, je me suis dit ça au début. Et en fait, ce qui fait grossir, c'est le fait de manger en excès. Mais c'est surtout, pourquoi est-ce qu'on mange en excès? D'aller à la racine. Et en fait, ce qui fait qu'on mange en excès, souvent, c'est parce qu'on se restreint. Parce qu'on repousse la faim. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une raison majeure. C'est que souvent, il y a un désir de contrôler sa faim, donc souvent de la repousser. Je vous parlais des stratégies tout à l'heure, mâcher un chewing-gum, boire de l'eau, tout ça. Et en fait, ça va déréguler le corps. Parce que le corps, il a faim, il vous envoie un signal, et vous vous dites « Non, c'est pas l'heure. Je devrais pas avoir faim, j'ai mangé il y a 1 heure. C'est pas normal. » Sauf que le corps, il s'en fout, lui, il envoie un message. Et vous vous dites « Non, pas maintenant. » Et ça, en fait, on pense bien faire, mais ça dérégule complètement le corps. Et donc, en fait, le vrai responsable, c'est la restriction, c'est le fait de se restreindre. Au plus on s'interdit des aliments, par exemple, moi, le chocolat, je m'en suis privé pendant longtemps. Évidemment, quand je m'en suis réautorisée, je dégommais les tablettes, en fait. Je dégommais les tablettes. Et c'est pas que je manquais de volonté, c'est que je m'étais tellement privée. Et mon corps, tout comme le cerveau a une mémoire, le corps a une mémoire. Et il avait enregistré toutes ces années où je m'étais privée de chocolat. Et en plus, c'est un aliment que j'adore. Donc mon corps m'en réclamait. Mais moi, je faisais pas confiance à mon corps. Je disais, mais tais-toi, en fait. Laisse-moi tranquille. Je devrais pas avoir envie de ce chocolat. Ça fait grossir. Il faut surtout pas que j'en ai envie. Alors arrête. Et en fait, j'étais hyper tyrannique avec mon corps, mais je m'en rendais pas compte. Et c'est là, en fait, là où je veux en venir, c'est que le vrai responsable, c'est la restriction, parce que ça crée de la frustration, et la frustration crée des compulsions. Et c'est les compulsions qui font grossir. C'est ça, c'est le fait de manger en excès. Le fait de voir la faim comme un ennemi. Et il y a aussi un côté émotionnel, c'est-à-dire que, donc vous verrez, il y a plein de choses à travailler. Il y a aussi une fuite des émotions, c'est-à-dire, il y a des gens, dès qu'ils se sentent pas bien, on leur a jamais appris ce que c'était une émotion, comment accueillir les émotions. Du coup, dès qu'ils se sentent pas bien, ils vont manger. Ou alors, ils ont une journée hyper stressante au travail. Ça me le fait avec beaucoup de mes clientes qui travaillent beaucoup. Et elles rentrent et elles ont besoin de leur sas de décompression. Et là, elles vont faire une compulsion. Et en fait, cette compulsion, il faut aller à la racine. C'est parce qu'il y a un sas de compression qui a besoin d'un sas de décompression. Et ce sas de décompression, il est fait avec la nourriture parce que, à l'heure actuelle, ce sont des gens qui n'ont pas d'autres compétences, qui n'ont pas appris à vivre leurs émotions, qui ne sont pas connectés à leur corps. Donc elles vont trouver des stratégies pour s'apaiser et la nourriture, c'en est une. Encore une fois, manger ses émotions, c'est OK. Ça arrive à tout le monde. C'est problématique quand c'est la seule stratégie qu'on a pour apaiser ses émotions. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce contexte sociétal de la diet culture, donc le fait de faire des régimes, on est vraiment poussé à ça, hein. Surtout en tant que femme, il ne faut pas avoir de la cellulite, il faut être mince. Il faut, hein, les injonctions, on peut les identifier souvent par les il faut. Il faut être comme ça, il faut manger comme ça, il faut faire comme ça. Ou les je dois faire comme ça. Alors ça ne veut pas dire que tous les il faut et tous les je dois sont des injonctions, mais c'est une façon de les identifier. Et donc ça crée pour certains une peur de manger. Ça crée une déconnexion de leur corps. Ça crée ah bah tiens, j'ai vu que cette diététicienne, elle m'a dit qu'il fallait que je mange comme ça, donc j'ai un plan alimentaire, et même si j'aime le chocolat, vu que c'est pas dans le plan, j'en mange plus. Et ça déconnecte des envies, ça déconnecte du corps. On en reparlera après, mais la restriction dont je vous parlais, elle peut prendre plusieurs formes. J'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui, leur première phrase, c'est « Mais moi, je me restreins pas. » Et en fait, on travaille ensemble et après, la première séance, elles me disent « Ah ouais, j'avais pas vu, mais en fait, ouais, je me restreins. » Et c'est vraiment insidieux. Moi-même, quand je suis
tombée dans les troubles alimentaires, je n'ai absolument pas vu que je me restreignais, que j'ai perdu 20 kilos. J'étais même fière, parce que quand on perd du poids, en général, il y a une lune de miel. On se dit, waouh, j'ai trouvé un truc de ouf quand même, je peux perdre du poids, c'est génial. Et en fait, après, il y a tout un cycle. Franchement, n'ayons pas peur des mots horribles qui s'ensuit. Mais on ne le voit pas. Puis comme c'est valorisé par la société, moi, on me disait, c'est génial, bravo. Donc je continuais. Je me disais, ah ouais, ce que je fais, en fait, c'est bien. Mais je souffrais intérieurement. Mais je minimisais ma souffrance. Je pensais que c'était pas légitime, en fait, puisqu'on me validait à l'extérieur. Donc je suivais la validation extérieure. Oui, alors je voulais vous faire un petit point sur le cerveau, qu'en fait 95% de vos pensées sont les mêmes qu'hier, et que la majorité de votre vie est régie par votre inconscient. Donc déjà, la première étape, c'est de prendre conscience. Pour changer, c'est prendre conscience qu'il y a des comportements, il y a des pensées, il y a des choses qui vous desservent. Parce que moi, j'ai vécu une longue période de déni, où vraiment je pensais que c'était génial ce que je faisais. Et j'aime bien dire ça aux gens que je croise, c'est que l'humain, il est incroyable parce qu'il peut s'adapter au meilleur comme au pire. On a une capacité d'adaptation incroyable, mais on peut aussi s'adapter à des trucs qui vraiment nous font souffrir sur le long terme. Et voilà, donc c'est sortir du mode autopilote. Là, je vous ai mis l'exemple de la ceinture, quand vous rentrez dans votre voiture. C'est automatique. Et on a plein de comportements qui sont automatiques et qui parfois nous desservent, des pensées, des actions. Et c'est déjà en prendre conscience. Puisque voilà, on est ce qu'on fait à répétition et on est la moyenne. Alors il y a un adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je l'ai remasterisé. J'aime bien dire qu'on est la moyenne de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on lit le plus, que ce soit réel ou virtuel. Et donc, c'est important de faire le tri, de vraiment bien être conscient de qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans son monde. Quelle info, quel impact ça a. Est-ce que vraiment, tiens, ce contenu-là, ça me fait du bien ou est-ce que ça me sert dans ma vie ou est-ce que ça me dessert? Cette personne, je me sens bien avec elle ou pas? Ce qu'elle dit, ça résonne ou pas? Voilà, et c'est vraiment faire le tri, ça c'est tellement important. Je voulais vous parler des pensées rapidement. Ça, c'est un grand travail que je fais en coaching, de travailler sur le dialogue intérieur et sur les pensées, parce que les pensées créent la réalité. On n'est pas nos pensées. On peut imaginer que les pensées, c'est un peu comme des nuages qui passent, et on peut choisir de ne pas croire nos pensées. Parce qu'on en a plein des pensées, on en a, je crois, plus de 60 000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on en a plein des pensées en tant qu'humain. Et les pensées créent les émotions créent les actions, et les actions créent les résultats. Donc nous, on veut revenir à qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que là, quand je suis devant le miroir et que je me regarde, et que je regarde mon ventre, je me dis quoi? Ah, t'es grosse quand même. Il est énorme ton ventre, t'as vu? Tu mangeras pas aujourd'hui, t'as tellement abusé. Aujourd'hui, c'est soupe. Moi, c'était ça que je me disais, mais j'avais aucune conscience de ça. J'ai dû faire ce travail de « Ah ouais, en fait, je suis en train de me dire ça. » Quel impact ça a? Est-ce que la version de moi qui se sent bien, elle se dit ça? Peut-être pas, en fait. Je crois pas qu'elle se dit ça. Donc, j'ai dû prendre conscience pour me dire « Mais en fait, ces pensées me desservent. En fait, ces pensées, c'est pas les pensées de la personne que je veux être. Non, la femme que je veux être, elle se dit pas ça. » Et ça demande déjà de prendre conscience, comme je vous expliquais, et ensuite de choisir de nouvelles pensées. Et au départ, oui, ça fait bizarre. Au départ, oui, ça paraît pas naturel. Au départ, Et il y a des stratégies, bien sûr, parce que je vais pas demander, par exemple, aux personnes que j'accompagne de se dire « Je suis magnifique » quand ça fait des années qu'on se déteste et qu'on se dénigre devant le miroir. Mais il y a des méthodes pour y aller pas à pas. Alors, je voulais vous parler de comment est-ce qu'on fait maintenant pour identifier un rapport qui est compliqué avec la nourriture. Bon, c'est multifactoriel, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en reparlerai plus tard. Mais en gros, il y a déjà une faible estime de soi qui est liée souvent à des traumas dans l'enfance. L'enfance construit énormément qui l'on va être à l'âge adulte.
Il y a aussi du transgénérationnel. Pour ma part, je sais que ma mère et ma grand-mère ont souffert de troubles alimentaires. Donc voilà, j'ai hérité du bagage. Il y a aussi l'éducation, bien évidemment. Il y a les événements de vie. Bon, les ruptures amoureuses aussi, ça peut contribuer. Et il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de sociétal, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comme dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est multifactoriel et c'est pas vraiment ça qui nous intéresse ce soir. Comment on fait du coup pour identifier la restriction? Parce que je vous ai expliqué que c'est la restriction qui est en grande partie responsable d'un rapport conflictuel avec la nourriture et d'une prise de poids. Il n'y a pas que ça, hein, mais il y a une grande partie de ça. Alors, il y a différents types de restrictions. Il y a la restriction physique, donc il y en a 3, je me rapproche pour bien les voir. Il y a la restriction horaire, donc ça par exemple, ça va être, il y a des heures où c'est pas ok de manger. Exemple, on vous dit souvent, c'est pas bien de grignoter entre les repas. Du coup, il y a des gens qui vont avoir faim entre les repas, mais qui ne vont pas s'autoriser à manger, parce qu'il y a cette idée-là. Et ça va être une sorte de règle, bah non, il faut pas manger entre les repas, parce que c'est mal. Le problème, c'est que, comme dit, ça repousse la faim, et après on arrive avec des faims qui sont beaucoup plus intenses. Et quand on a une grande faim, l'idée, c'est jamais de manger quand on a une grande faim. Parce que quand on a une grande faim, après, qu'est-ce qui se passe? On mange beaucoup plus, on a le ventre qui est tiraillé, on se sent mal. Et il y a beaucoup de honte et de culpabilité chez ces gens-là aussi, quand ils font des compulsions. Et ça peut être l'inverse. Ça peut être, il faut manger à midi. Par exemple, j'ai pas faim, mais on m'a toujours dit qu'il fallait manger à midi, donc je mange quand même. Et du coup, j'écoute même pas mon corps. Je me demande même pas si moi j'ai faim. Je suis tellement habituée à ce qu'on m'a dit, mais voilà, il faut manger à midi, que je mange. Ou il faut finir son assiette. Bah, pas forcément en fait. Si j'ai plus faim, je peux ne pas la terminer. Mais ça marche dans les deux sens. Voilà, donc ça c'est un type de restriction. Vous avez aussi les restrictions en termes de qualité. Donc là, ça va être le type d'aliment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des aliments qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Il y a des aliments qui sont bons, d'autres pas bons. Il y a des aliments qui font pas grossir et il y a des aliments qui font grossir. Vous voyez comme c'est binaire? Et c'est ça le problème, c'est que c'est binaire. Et en fait, du coup, c'est ne pas manger certains aliments qui sont jugés comme mauvais, comme caloriques, comme malsains. Eux, ceux-là, ils vont être en général éradiqués, ou alors ça va être vraiment des portions, moi j'appelle ça des portions de moineaux. Voilà, vraiment des portions qui sont minimes et qui sont pas du tout suffisantes. Et en fait, c'est lié à un jugement. C'est ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est beau, ça, c'est pas beau. Et encore une fois, c'est très binaire comme vision du monde. Et enfin, il y a les restrictions en termes de qualité. Donc là, ça va être des quantités qui sont OK et des quantités qui sont pas OK. Exemple. Un gâteau, c'est OK. Par contre, 2 ou 3, ça fait vraiment trop quand même, hein. Et là, la personne va se dire, j'ai abusé, j'ai craqué. Je suis nulle, il faut que je me reprenne. Ça, c'est le langage intérieur, hein, le dialogue intérieur. Là, je vous fais le dialogue dans la tête d'une personne qui souffre de troubles alimentaires. Alors qu'en soi, aucune quantité n'est bonne ou pas bonne, en fait. C'est quels sont mes besoins ici, maintenant. On ne peut pas savoir à l'avance, en fait. Mais c'est des gens qui vont avoir un cadre de « Ok, c'est telle quantité ». Elles vont prévoir à l'avance, en général, et souvent, c'est les mêmes quantité, les mêmes aliments, c'est très cadré, c'est hyper cadré. Et l'imprévu, c'est compliqué. C'est-à-dire voilà, les invitations au resto, on ne sait pas les quantités, on ne sait pas les calories, on ne sait pas si c'est gras ou autre. Waouh! En général, c'est difficile. Voilà, et en fait, il y a un autre type de restriction. Là, je vous ai parlé de la restriction physique. Il y a aussi une restriction qu'on appelle mentale. Et c'est celle-là la plus insidieuse. C'est le fait, par exemple, de manger un aliment, mais de le juger à l'intérieur de soi. Exemple. Je mange un donut, mais je me dis, waouh, il y a quand même vachement de gras, ça va me faire grossir ce truc, c'est mauvais, il faut pas que j'en mange trop. Ce soir, tu mangeras moins.
Et en fait, quand j'ai ce genre de pensée, je suis en train de rentrer en dissonance. C'est-à-dire que physiquement, je mange, mais dans ma tête, je m'interdis. Donc, c'est pas aligné, en fait. Il y a un truc qui va pas. Parce que normalement, quand vous mangez, vous devez dire, bah ouais, c'est ok, je mange un donut, super, c'est bon, j'adore, trop bien. Et ben en fait, non, il y a des pensées, je suis en train de faire quelque chose de mal. Et ça, c'est hyper insidieux. Et voilà, j'ai échoué. Tout ce que je vous disais avant, il faut que je me rattrape en général. Et ça, j'aide beaucoup mes clients à l'identifier parce que c'est pas évident. Alors, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, j'ai envie de vous parler des étapes pour justement se sortir des compulsions alimentaires, pour faire la paix avec la nourriture. Manger ce qu'on veut quand on veut et que ça soit plus une prise de tête, quoi. Et surtout qu'on garde un poids stable. Moi, aujourd'hui, mon poids, il est stable. La différence, c'est qu'avant, je me prenais la tête, j'y réfléchissais tout le temps, je contrôlais tout. C'était un enfer, voilà, clairement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'y pense plus et tout va bien. Donc, la plupart des gens, enfin la plupart des personnes que j'accompagne, en fait, elles ont déjà essayé plein de choses. Et là, je suis pas du tout contre les thérapeutes, je suis pas du tout contre ces approches-là. Moi, je trouve que voilà, chacun a sa place. Mais dans le cadre des troubles alimentaires, ça aide pas forcément. Donc, soit elles ont essayé d'aller voir des diététiciens, des nutritionnistes, parfois même des coachs sportifs, qui vont préconiser un plan à suivre. Il faut manger ça. Ça, c'est pas bien. Mais en fait, ça renforce déjà ce que les gens qui souffrent de troubles alimentaires vivent, puisqu'eux, ils ont déjà plein de règles. Souvent, c'est des gens d'ailleurs qui sont de très bons élèves. Ils sont très doués on leur dit un truc et puis ils vont appliquer à la lettre. Il y a aussi beaucoup de perfectionnisme. Et ils sont très basés sur l'extérieur. C'est l'extérieur qui doit me dire quoi faire, quoi manger, quand, comment, parce que moi, en fait, intérieurement, je suis incapable. Moi, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai envie, je sais plus c'est quoi les bonnes quantités, je sais plus ce que j'aime. Il y a vraiment un vide intérieur. Il y a vraiment je suis paumée, quoi. Donc voilà, c'est des gens qui sont allés voir ce genre de personnes, mais ça aide pas, en fait, sur le long terme. Ça fait que renforcer le côté de je me base sur l'extérieur. Des séances chez le psy, et ça, pareil, les psys, c'est génial, mais souvent, ils vont travailler sur l'enfance et pas en lien avec le rapport à la nourriture et au corps. Donc ça aide, mais ça aide pas sur cette thématique précise. Voilà, les séances de sophrologie, d'hypnose, de magnétiseur, bon bref, encore une fois, j'adore toutes ces pratiques. Mais pour les troubles alimentaires, souvent, ça aide partiellement. Disons que ça aide sur le moment, mais à long terme, en général, ça aide pas, parce qu'on ne travaille pas les pensées là, dont je vous ai parlé juste avant, qui sont quand même vachement puissantes. Voilà. Et il y a aussi des gens qui essaient de suivre des conseils sur les réseaux sociaux, qui bien évidemment n'ont rien à voir avec un accompagnement personnalisé. C'est le jour et la nuit, les conseils sur les réseaux, et j'en poste moi-même. C'est des graines en fait pour des prises de conscience, pour éveiller les consciences, mais ça ne remplace en rien un accompagnement personnalisé. Il y a des gens, ils disent, voilà, juste en grattant du contenu gratuit, c'est bon, je vais m'en sortir. Non. Non, voilà, je vous le dis tout de suite. Et pareil, s'en sortir seul, c'est illusoire. Et ça, c'est très fréquent chez les gens que j'accompagne. Il y a un peu le côté de la femme ou de l'homme fort. Je vous donne l'archétype, parce que j'ai analysé ça assez en profondeur. Il y a ce côté de moi, je suis fort, donc je n'ose pas demander de l'aide, parce que c'est un peu vu comme une faiblesse, et je vais tout faire tout seul. Sauf que tout faire tout seul, ça ne fait que ralentir la chose. Et les gens qui réussissent à leur manière, qui rayonnent, qui accomplissent des choses, s'entourent. On s'entoure. Voilà. Alors... Donc toutes ces choses-là, en fait, pour moi, elles sont très de surface. C'est des approches de surface et on ne va pas en profondeur dans le cœur du problème. Et surtout, c'est des approches qui sont court terme en général et pas long terme.
Et on nous vend beaucoup dans la société actuelle des méthodes miracles. Ouais, voilà, perdre du poids en 2 semaines, t'appuies sur un bouton, t'as ton truc sur Amazon. Il y a beaucoup cette idée-là qu'il faut aller vite, qu'il faut un truc miracle, que quelqu'un va venir nous sauver, qu'il va falloir rien faire. C'est pas mon approche. Moi, je crois pas à ça. Je crois à l'inverse, à une approche douce, plutôt lente, long terme, où il y a de l'investissement des deux côtés, de la personne qui veut évoluer et de l'accompagnant. Et en fait, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, toutes ces approches, elles sont basées sur le contrôle. Ça rajoute du contrôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la volonté. Mais c'est pas une histoire de volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté, en fait. Le fait d'être obèse, le fait d'avoir un rapport compliqué à la nourriture avec son poids, ça n'a absolument rien à voir avec la volonté. Et il y a cette idée aussi de, voilà, quand j'aurai ce poids, ce corps, tout ira bien. Et donc c'est pour ça que ça marche hyper bien les régimes, parce qu'on vend l'idée que quand on perdra du poids, waouh, tout ira bien, etc. Et en fait, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est apprendre à rentrer dans son intérieur, à se connaître, à comprendre les besoins de son corps, à se comprendre pour cultiver une paix intérieure. Et une fois qu'on se sent en paix, en fait, notre poids naturel, il découle. C'est juste une conséquence. Et donc la plupart des approches font l'inverse. Ils se basent sur ils veulent changer le poids, la façon de manger, et ils disent aux gens, grâce à ça, vous allez vous sentir bien. Et en fait, c'est l'inverse. C'est apprendre d'abord à te comprendre, à te connaître, à comprendre ton corps, comment il marche, qui es-tu, et ensuite, bien sûr, une fois que tu comprends ton mécanisme, mais tu navigues bien mieux dans la vie, en fait. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc vous l'aurez compris, voilà, je vous partage un peu c'est quoi mon approche, mais moi mon approche elle est long terme, elle est revenir à soi, se comprendre. Et en fait, c'est travailler le rapport à la nourriture, le rapport au corps. Et c'est pas le corps, c'est pas le poids le problème, c'est pas l'alimentation. Hop. Donc oui, c'est aussi travailler les peurs, les blocages. Donc ça, c'est ce qu'on fait en coaching. Changer ce qu'on appelle des croyances. Donc des croyances, c'est un ensemble de pensées qui ont été répétées et que vous croyez vraies. Si je vous dis la phrase, vous dites « mais bien sûr ». Ben oui, évidemment. Et en fait, non, il y a des choses que vous croyez vraies qui vous limitent. Par exemple, certains aliments font grossir. Ça, c'est une croyance limitante parce que du coup, il va y avoir un évitement de ces aliments et il va y avoir des compulsions. Donc, c'est rendre tous les aliments neutres. Et une fois qu'ils sont tous neutres, en général, il n'y a plus de problème. On peut manger tout ce qu'on veut sans grossir, sans que ça parte en compulsion, etc. Je voulais vous montrer ce que j'appelle l'iceberg des troubles alimentaires. Alors oui, il y a beaucoup d'informations, je sais. En fait, ce que vous voyez en haut, c'est un peu la vision de surface de la majorité des gens. Ils se disent ah, c'est un problème de volonté. Alors j'aurais dû l'écrire d'ailleurs. C'est un problème de volonté, de sport, d'alimentation, de poids. Donc il faut que je change mon alimentation, il faut que je change mon sport, il faut que je perde du poids, il faut que j'ai plus de volonté. Mais non, parce que ça, c'est les approches de surface. Et dans le fond, il y a plein de choses. Si je vous en donne quelques-uns, je ne vais pas tout vous dire, hein, je vous laisserai regarder. Mais voilà, il y a beaucoup de charges mentales, il y a des traumas. Ce sont des gens souvent qui sont hypersensibles. Ce sont des gens qui ont, comme dit, un mental puissant, qui... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, qui ont beaucoup de peur en général, qui ont une forte anxiété sociale, il faut travailler aussi la blessure de rejet, d'abandon. Bon. Il y a du perfectionnisme, il y a une faible estime de soi, il y a de l'hyperactivité mentale, parce que ça réfléchit beaucoup, et physique en général. C'est des gens qui ont vraiment du mal à se poser, ralentir, rien faire. En général, ça c'est compliqué. Donc rentrer dans l'être, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, rentrer en fait dans le corps, dans les sensations, c'est compliqué. Donc c'est des gens qui sont coupés de leur corps. Et il y a beaucoup de honte, de culpabilité. Il peut y avoir des tocs, donc des rituels aussi précis. Pas pour tout le monde, hein. Et puis il y a aussi... c'est des gens qui ne savent pas poser leurs limites, qui souvent people please, donc qui vont faire plaisir aux autres, qui vont être là pour les autres, pour répondre aux besoins des autres, mais qui ne vont pas répondre aux leurs.
parce qu'elles ne les connaissent plus, parce qu'elles sont tellement habituées à répondre aux besoins des autres qu'elles ne savent même plus, elles, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles veulent, comment elles se sentent aussi. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut croire. C'était ça, en fait, le message que je voulais vous partager avec cette slide. Maintenant, comment on fait? Je ne vais pas vous laisser là, évidemment. Je vais vous dire que les grandes étapes pour justement faire la paix avec la nourriture. Bon, la première, c'est quand même de cultiver ce que j'appelle un mindset de croissance. C'est-à-dire, pour se sortir, en tout cas si on souffre de compulsion, ça va être de ne pas abandonner, en tout cas, déjà de cultiver, ok, pourquoi c'est important pour moi de sortir de ces compulsions? Qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie d'impacter mes proches, le monde? Et surtout sortir de cette position de victime, c'est-à-dire quelqu'un va venir me sauver, un thérapeute va faire le travail pour moi. Non, c'est revenir à son pouvoir créateur et c'est à la personne de faire ce cheminement, accompagné bien évidemment, et moi j'adore ça, mais c'est une décision qui vient de l'intérieur et c'est un cheminement personnel. Et évidemment, toute transformation, donc tout changement demande de l'investissement, de la patience, de la persévérance, de la régularité et de la résilience. Et évidemment, c'est pas linéaire. C'est pas c'est en général, il y a des hauts, il y a des bas. Et beaucoup de gens que j'accompagne me disent j'ai fait des pas en arrière ou j'ai tout gâché. Et je leur explique que non, que guérir, se sortir de ça, c'est non linéaire, mais qu'on avance. C'est comme poser des petites briques. Pour construire une maison, on avance. On construit jour après jour. C'est se concentrer sur le chemin plutôt que sur le résultat. C'est cultiver la patience, que c'est le chemin qui compte plus que finalement le résultat. Donc, voilà, il y a de l'inconfort, c'est rebondir. Et c'est, je vais vous expliquer, appliquer la méthode des effets cumulés, donc les petits pas qui va à l'encontre de la pensée binaire, de tout ou rien. C'est soit je mange hyper sainement, soit allez, je fais n'importe quoi, soit je fais pas de sport du tout, soit j'en fais à fond, il faut que je fasse au moins 2 heures de sport, sinon ça sert à rien. Ça, c'était moi avant. Je me dis, il faut que je fasse 2 heures de sport, mais sinon ça sert à rien. Bon, aujourd'hui, j'en fais 30 minutes et je trouve ça super. Mais avant, il fallait que ce soit beaucoup, quoi. Sinon, je trouvais que ça avait aucune utilité. Ensuite, vous l'avez compris, il y a beaucoup de mental. Ce sont des gens qui sont dans le mental, donc qui sont très intelligents, souvent, qui ont plein de stratégies pour cacher qu'elles ont des compulsions. Et sortir de ce mental qui est trop omniprésent, qui fait poser beaucoup de questions, mais qui n'est pas fait pour, par exemple, gérer la faim. La faim, c'est un message du corps. Et ces gens-là gèrent la faim avec leur mental. Donc c'est sortir de la tête pour revenir dans le corps. Donc c'est apprendre la capacité de métacognition, c'est la capacité d'observer ses pensées et de ne pas croire à ses pensées. Il y a aussi une dissociation à faire au niveau de qui on est et la voix, moi j'appelle ça la voix du trouble alimentaire, c'est-à-dire une voix qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis la partie qui elle veut s'en sortir. Voilà, donc c'est apprendre à changer son dialogue intérieur, déconstruire les croyances, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en lien avec le rapport à la nourriture, changer sa perception des aliments, donc rendre les aliments neutres et sortir de cette pensée binaire de tout ou rien. Ça, c'est le travail principal par rapport au mental. Ensuite, il y a cette notion de sécurité intérieure. Il y a un manque de sécurité intérieure. Quand on souffre de troubles alimentaires, on se sent en insécurité dans son corps. On ne fait pas confiance à son corps. C'est-à-dire, on se dit, si je mange ce que je veux, en fait, mais ça va partir en cacahuète, je vais grossir, en gros, mon corps va faire n'importe quoi. Et quand on pense ça, c'est qu'on ne fait pas du tout confiance à son corps. Ce qui n'est pas le cas, le corps ne fait pas n'importe quoi, il sait s'autoréguler.
Et donc, c'est réapprendre à instaurer de la sécurité intérieure. Et faire comprendre aussi au corps que la nourriture n'est pas rare. Parce que là, ce qu'il croit, en fait, ce que le corps imagine, c'est que c'est la famine. C'est qu'il est en mode survie. Par toutes ces restrictions. Donc, c'est un mode de survie. Et donc, c'est réinstaurer de la sécurité pour faire comprendre au corps mais que tout va bien, en fait. Il y a de l'abondance, tu peux manger, ça va, en fait. Et ça passe par exemple, aussi relancer le métabolisme et aussi apaiser le système nerveux. Ça, c'est des étapes très importantes pour retrouver de la sécurité à l'intérieur de soi, pour que le corps ne se dise plus on est en mode survie. Et puis, il y a tout un travail, évidemment, de penser par rapport à la nourriture que c'est autorisé, en fait, que bien sûr, mais bien sûr que je peux manger, tout va bien. Puisque la pensée de ces gens-là, c'est si je mange ça, je vais grossir, ça va être horrible. Et donc, en fait, il faut s'imaginer que les pensées qu'on a à l'intérieur de nous, si on les disait à quelqu'un, comment cette personne, elle se sentirait? Et ça, c'est un super exercice, justement, par exemple, quand on se regarde dans le miroir, mais si je disais ça à quelqu'un d'autre tous les jours, mais comment cette personne, elle se sentirait? Peut-être pas hyper bien. Donc, c'est pour ça que c'est si important de prendre conscience de qu'est-ce qu'on se raconte à propos de nous et de ce qu'on fait. Avec la nourriture, avec le corps, mais ça s'applique à tout en vrai. Oui, et c'est une question d'autorisation, parce que souvent il y a beaucoup d'interdictions. Il y a beaucoup comme dit, vu qu'il y a du jugement de ça c'est mal, c'est éradiqué, c'est mis de côté, mais non en fait, tout va bien. Tu peux y aller en fait, ça va. Donc moi souvent ce que je dis, c'est utiliser la tête comme la partie parent et le corps comme si c'était un enfant. Donc c'est avec sa tête parler à son corps et dire mais tout va bien, c'est ok, tout va bien. Et je le fais encore aujourd'hui, je parle à mon corps. Alors plus en lien avec la nourriture parce que ça va, mais pour d'autres choses, quand je me sens stressée ou autre, c'est des pratiques que j'ai toujours. Alors, il y a aussi une notion de réintégrer le plaisir. Parce que ce sont des personnes qui ne s'autorisent pas le plaisir. C'est le mal. Et ça, en fait, c'est le plaisir alimentaire. Donc, par exemple, un petit gâteau coulant au chocolat. Mais en fait, on peut prendre du plaisir avec tout, bien évidemment. Mais ça va être souvent, comme j'expliquais, des aliments qui sont jugés mauvais. Et ceux-là, il y a des choix qui vont être faits par rapport aux valeurs nutritionnelles, de est-ce que c'est calorique, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est sucré, plus que par est-ce que j'en ai envie. Et pourtant, cette question, elle est très importante. Est-ce que j'ai envie de manger ce gâteau ou pas? Moi, avant, clairement, je voyais ça, je me disais, oula, ça fait grossir, hein, c'est mort. Je me disais ça. C'était même pas, est-ce que j'en ai envie? C'était, oh, mais t'as vu? Ça doit être bourré de calories, ce truc, c'est mort. Et j'allais manger ma salade. Et je me dis, ah ouais, t'es trop forte, t'as mangé ta salade. Toi, t'as résisté, regarde, eux, ils mangent leurs trucs, ils sont nuls. En fait, j'avais rien compris. En fait, c'était ces gens-là qui profitaient de la vie, qui s'écoutaient, en fait. Et moi, je m'écoutais pas. Moi, j'avais envie de ce truc, hein. Mais je me persuadais que manger une salade, c'était tellement plus sain et que j'étais meilleure. Et en fait, et vraiment, j'étais sûre. Je me disais, moi, je fais les bons choix. C'est génial ce que je fais, c'est trop bien. Et eux, ils sont nuls. Alors que pas du tout. C'était pas du tout ça. Et donc, c'est vraiment réintégrer le plaisir et pas le voir comme quelque chose de mal, comme je me laisse aller, je vais grossir. Ouais, ces aliments-là, c'est le diable. Pas du tout. Ils font partie d'une alimentation équilibrée, sans priver. C'est pire pour la santé physique et mentale que de se les autoriser. Parce que ça crée des déséquilibres. On a besoin, en tant qu'humain, de se faire plaisir. Et il y a des gens, ils vont vous dire, oui, mais ça, à l'époque comment on appelle ça, Cro-Magnon, machin, là, ça n'existait pas. Oui, ok, mais aujourd'hui, on est dans un monde où ça existe. Et l'idée, c'est pas les aliments le problème, c'est qu'est-ce qu'on se raconte à propos justement de ces aliments-là. Si on ne les voit pas comme un problème, ils ne sont pas un problème.
Rien n'est un problème, sauf si on décide d'en faire un problème. Et donc, c'est de se demander, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de cette texture, de ce goût? De revenir au sens, puisque pour revenir au corps, c'est revenir au sens. Donc là, le goût, voilà, le toucher, l'ouïe, enfin l'odorat, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux sentir, et privilégier ça au profit du respect des règles mentales. Parce que souvent, quand on souffre de TCA, on préfère respecter des règles mentales qui sont basées sur les valeurs nutritionnelles. Donc, est-ce que c'est calorique? Est-ce qu'il y a du gras, du sucre, etc. Est-ce qu'il y a assez de nutriments? Voilà. Et on oublie la partie plaisir. Et pourtant, elle est tellement, tellement importante. Oui, et du coup, c'est se nourrir. Il y a cette idée de deux énergies, par peur ou par amour. Est-ce que je me nourris par peur de grossir? Donc je prends la salade. Ou est-ce que je me nourris par amour? Parce que j'ai envie de prendre soin de mon corps. Et des fois, la réponse, ce sera la salade. Mais en fait, on peut manger une salade sans que ce soit de la restriction. Encore une fois, c'est pas parce que je mange une salade que je suis dans la restriction. C'est pas parce que je mange un muffin que je suis pas dans la restriction. C'est pourquoi est-ce que je la mange? Moi, avant, je la mangeais parce que je voulais pas trop manger. J'étais persuadée que si je mangeais trop, j'allais grossir. Mais bon, en fait, c'était complètement erroné. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai envie, par exemple, de crudité, j'ai envie de ce côté croquant, de ce côté frais, et je regarde déjà, je me connecte à mon corps et je vois est-ce que j'ai faim ou pas. Si j'ai pas une grande faim, peut-être qu'une salade, c'est approprié. Mais si j'ai faim et que j'ai envie d'un truc moelleux, d'un truc chocolaté, je vais plutôt prendre le gâteau qu'on voit là. Donc c'est pas l'aliment qui est sain ou pas sain, c'est est-ce que le choix que je fais, il est juste, oui ou non, pour que là, je me sente bien. Et ça dépend. Comme dit, des fois, ça va être la réponse, ça va être un gâteau, des fois, ça va être une salade. Bon, là, je simplifie, hein, bien évidemment. Voilà ce que je voulais partager par rapport au plaisir. Alors, donc, quand aussi on a cette idée de compenser, c'est parce que souvent on a une pensée à la base de j'aurais pas dû manger tout ça. Mince, j'ai trop mangé, il faut que je me rattrape. Et donc, il va y avoir des comportements compensatoires. Donc, soit moins manger, en général, c'est prévoir de moins manger, ou ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les vomissements, les laxatifs, ça peut être jeûner, faire du sport. Et en fait, c'est cette pensée-là de j'aurais pas dû qui crée de la culpabilité. Et cette culpabilité entraîne ce désir de compenser. Mais si on ne se dit pas qu'on a fait quelque chose de mal, puisque la culpabilité, c'est ça. La culpabilité, c'est « Ah, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait une bêtise, je n'aurais pas dû. » Eh bien, on n'a pas envie de compenser, puisqu'on se dit que j'ai rien fait de mal. Donc si j'ai rien fait de mal, j'ai pas besoin d'effacer. Tout va bien. Donc c'est changer cette idée-là, qu'il faut compenser les excès, les craquages. Non. Non, ne compensez pas. Et voilà, et souvent dans l'esprit aussi, quand on souffre de troubles alimentaires, on imagine que la nourriture se mérite. Donc il faut faire du sport, ou alors, encore une fois, qu'il faut l'éliminer, s'il y en a trop. Je vous partageais aussi tout à l'heure qu'il y avait cette idée de ralentir. Et ça, c'est une idée tellement, tellement, tellement importante, de revenir à l'être, de revenir dans le corps. Et voilà, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc c'est revenir plus à l'être. En tout cas, pour ces gens-là, c'est important. Ah oui, un truc très important, c'est que les compulsions alimentaires ne sont pas un problème. Bon, quand je dis ça, en général, mes clientes, elles me regardent. Comment ça? C'est horrible, je ne veux plus faire de compulsions. En fait, ce sont des messages. L'analogie que je prends souvent, c'est imagine ta voiture, elle t'envoie un petit voyant orange pour te dire qu'il y a un truc à aller regarder sous le capot.
Bon, eh bien, si tu y vas, tu vas résoudre le problème, il n'y aura plus de voyants. C'est un message, en fait, que la voiture envoie. Et si tu vas pas regarder, ça va se transformer en voyant rouge. Et là, ça va être compliqué, ta voiture, elle ne va pas aller très loin. Eh bien, c'est pareil. Les compulsions, c'est juste un message. Mais voyez tout comme un message. C'est comme les émotions, c'est un message. Qu'est-ce que ça vient me dire? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que ça vient me dire? Et d'aller regarder. Et au départ, quand on n'a pas l'habitude, c'est pour ça que seul, c'est assez compliqué. Voilà, et donc c'est apprendre à faire confiance à son corps. Ça aussi, c'est super important. Oui, donc c'est ça, se reconnecter à son corps. Je pensais que j'en avais déjà parlé, mais non. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous lire. Donc, se reconnecter à son corps, c'est revenir dans les sensations corporelles, réapprendre les sensations de faim, de satiété, de rassasiement, revenir au sens. Sortir de la tête, revenir au sens. C'est arrêter de prendre ses décisions alimentaires avec le mental. Mais commencer à... En fait, c'est voir la relation au corps comme une relation humaine. Créer du lien. Parce que quand on est dans la tête, on n'est pas en train de revenir dans son corps. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour créer du lien avec son corps. Et pour ça, il y a des pratiques journalières. Voilà, et donc c'est apprendre à lui faire confiance, comme pour une relation justement. Et ça, c'est une étape majeure. Vraiment, on ne peut pas avoir un rapport apaisé avec son corps si on n'y est pas connecté, ou tout du moins si on continue à lui envoyer des pensées de détestation, de l'énergie de haine. Ensuite, il y a les émotions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi ça à aller explorer, parce que c'est comprendre que les émotions, c'est emotion, c'est de l'énergie en mouvement dans le corps, et qu'elle se cristallise. Et donc, c'est comprendre c'est quoi les émotions, les identifier et quel est le message. Et quel est le besoin derrière l'émotion aussi. Parce que chaque émotion a quelque chose à dire. Il y a un ou plusieurs besoins qui se cachent derrière les émotions. Et donc, au lieu, par exemple, d'utiliser la nourriture pour s'anesthésier et ne pas ressentir, c'est apprendre à vivre ces émotions, déjà à les ressentir. Et puis, il y a d'autres outils qui permettent d'apaiser les émotions. Et en fait, quand on souffre de troubles alimentaires, on les enfouit. On ne veut pas ressentir, on ne veut pas aller voir les émotions. Donc il y a tout un travail de réapprentissage par rapport à ça. Et enfin, la dernière chose, là, qui est un peu plus de l'ordre du spirituel, mais en fait, quand on souffre de troubles alimentaires, pour moi, c'est une invitation à se réaligner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un désalignement profond dans la vie de la personne. Ça peut être sur divers plans. Ça peut être professionnel, amoureux. Bon, on a vu, voilà, le corps, le mental. Enfin, c'est un message. Pour moi, les troubles alimentaires sont juste un message qu'on n'est pas à sa place, qu'il y a un travail de fond à faire sur soi. Et c'est une invitation à plonger à l'intérieur de soi pour réapprendre à se connaître, pour réapprendre à entrer en lien avec son corps. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu tout ça, qui était difficile, bien évidemment. Mais sans ça, je ne serais pas là ce soir avec vous. Et je ne pourrais pas aider des gens. Je n'aurais pas cette connexion spirituelle. Je ne ferais pas ce métier. Ça m'a permis tellement de choses. Et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus à ma place. Donc évidemment, quand on est dedans, on se dit que c'est horrible. Mais après, quand on a fait le chemin, on se dit « Waouh, en fait, la vie est incroyable. Elle m'a offert cette opportunité. Elle m'a permis de me connaître. Elle m'a permis de comprendre quelle est ma mission de vie. » Moi, j'ai compris que voilà, ma mission, c'était ça. Je sais que je suis faite pour être coach, pour aider les gens, j'ai une grande capacité d'écoute. Tout ça, j'en avais absolument pas conscience avant. Donc, ça m'a permis de me comprendre. Et c'est beau. En fait, c'est un beau chemin parce qu'après, on peut rayonner dans le monde et apporter sa lumière et aider les gens à rayonner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça a un effet domino. Donc, c'est aller se rencontrer. En fait, la dernière étape, c'est mettre du sens dans sa vie, devenir créateur de sa vie, se demander quel impact on veut avoir dans le monde, qui on veut être pour soi, pour les autres.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je serai absolument ravie d'y répondre. Oui, j'ai une question. En fait, tu dis, je tutoie, ça te va? Avec plaisir. Ok. Tu dis qu'en fait, on peut pas s'en sortir seul. Alors, comment tu as fait, toi? Quel a été le déclic et comment tu as fait? Merci de te demander. Bon, évidemment, si je dis ça, c'est que je m'en suis pas sortie seule et je connais aussi des confrères consoeurs qui font plus ou moins la même chose que moi. En fait, seul, on peut pas avoir ces schémas bloquants. Même moi, en tant que coach, je sais m'auto-coacher, mais j'ai des limites et il y a besoin d'une personne pour voir ce qu'on ne voit pas. Alors, comment j'ai fait? Alors, le déclic, souvent, on pense que c'est un truc qui va venir comme ça. Souvent, c'est une accumulation de choses. Moi, pour ma part, ça a été un soir, j'ai fait une crise de boulimie, une crise alimentaire. Et en gros, j'ai dégommé un paquet de chocolat. Enfin, voilà, c'était assez démesuré. Et je me suis sentie tellement mal. Et je me suis posé des questions de coaching, en fait. C'est ça qui est faux, parce que je me dis, mais en fait, t'es faite pour être coach. Tu te posais déjà des questions de coaching sans être coach. Je me suis demandé, mais est-ce que tu veux vivre ça toute ta vie? Quel impact tu veux avoir dans le monde? C'est quoi le premier pas que tu peux faire là pour changer ton quotidien? En fait, je me suis posé tout un tas de questions et je me suis surtout dit, mais plus jamais je veux vivre ça. J'en ai marre. En fait, il y avait vraiment ce... En fait, ça part d'une décision puissante et profonde. C'est pas juste, ouais, je veux m'en sortir. Là, c'est mental. C'est, putain, j'en ai tellement marre. Je veux tellement plus vivre ça que c'est sûr, je vais les dégommer, ces troubles alimentaires. Vraiment, j'étais comme ça. Hein. Ils vont voir. Ils vont voir c'est qui la patronne. Et du coup, ça a initié plein de choses. Alors, j'ai commencé avec des livres, j'ai commencé avec des formations. J'ai acheté tellement de formations en français, en anglais. Et ensuite, voyant que les formations, ça m'apportait, mais ça ne me guérissait pas totalement, j'ai fait appel à un coach. Et c'est ça qui m'a donné la vocation. Parce que quand il me posait ces questions, je me disais, oh putain, c'est un truc de fou. Je trouvais ça trop puissant. Donc alors voilà, pour être totalement transparente avec toi, j'ai investi dans un premier coaching individuel de 3 mois qui m'a coûté 3 000 euros. Et en même temps, j'ai investi dans un coaching de groupe qui m'a coûté 2 600 euros. Donc là, je crois que j'étais vraiment motivée là pour m'en sortir. Et en fait, ça a été incroyable. Ça a été waouh, ça a été waouh, voilà. Et ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, c'est tellement incroyable, il faut que toi aussi tu te formes pour aider les gens. Et, euh, et voilà. Et en fait, après, j'ai plus jamais arrêté. Après, j'ai dit, ok, bon, maintenant que tu t'en es sorti, tu vas te former au coaching et toi aussi, tu vas aider les gens. Voilà. Ça répond à ta question? Ok. D'autres questions? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a déclenché. Tu dis que tu es tombé dedans sans t'en rendre compte. Il n'y a pas eu un événement déclenchant, quelque chose qui t'a amené à te dénutrir en fait au départ? Si, complètement. Donc, il y a toujours un élément. Hein. Il y en a plusieurs. Pour ma part, j'ai jamais eu envie de perdre du poids. Et en fait, ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai voulu manger végétal. Parce que depuis toujours, j'étais passionnée par la cuisine et je suis sensible à l'écologie et au bien-être de la planète. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait vivre sans tuer d'animaux, sans manger de viande. Et je me suis dit, ah ouais, j'avais jamais remis ça en question. Puisque moi, dans mon enfance, j'ai toujours été éduquée en mode, bon, bah, steak purée, il y avait de la viande à tous les repas, c'était normal dans mon esprit. Jusqu'au jour où je tombe sur un contenu de, mais en fait, végétarien, c'est possible. Et en fait, en faisant cette transition, au lieu de manger mieux, je me suis mise à manger moins. Mais sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Et j'ai commencé à perdre du poids. Et quand on commence à perdre du poids, il y a un effet universel. C'est waouh,
c'est cool. Et en fait, moi, ça a été de plus en plus sévère. J'ai commencé à diminuer encore plus mes portions. Parce qu'il y avait ce côté de c'est trop bien de perdre du poids, je veux en perdre encore plus. Et voilà, je me sentais de plus en plus mal. Et après, c'est un engrenage. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. On ne se rend pas compte en fait qu'on rentre dans un mode de survie. Et comme j'expliquais, l'humain, il est très adaptatif. Il s'adapte au meilleur comme au pire. Et j'ai longtemps été dans le déni aussi. J'ai longtemps été en mode mais laissez-moi tranquille. J'étais vraiment, mais vraiment, et ça le fait beaucoup. Il y a souvent une phase de déni. J'étais mais ma mère, elle voulait m'emmener voir des psys. Je dis c'est bon, laisse-moi tranquille. Et en fait, j'ai fait mon propre parcours et je crois vraiment que cette décision doit venir de la personne. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans, par exemple, qui veulent aider leur fille, mais ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est pas à vous en fait de prendre la décision pour elle, c'est à elle. Et ça lui prendra le temps que ça prendra. On peut guider les gens, mais on peut pas prendre les décisions à leur place. Et moi, je sais que c'est parti d'une décision profonde et puissante. Oui, alors moi je suis une maman qui est très inquiète pour sa fille. Aujourd'hui, Colline, elle a 26 ans et depuis bébé, sortie de mon ventre, elle n'a jamais voulu s'alimenter. Donc, elle a grandi comme ça, tant bien que mal. C'est quelqu'un de très résistante. Elle fonctionne beaucoup avec le mental. C'est la seule énergie qu'elle a. Elle fait beaucoup de choses. Par contre, le poids, c'est catastrophique. Là, elle est à 37 kilos pour 1m62. Et comment on appelle ça, la masse musculaire, elle est de 14. Voilà. Elle le sait qu'elle est maigre. C'est pas l'anorexie. On parle de l'anorexie. La personne se voit grosse dans un miroir. Elle est consciente de sa maigreur. Donc, elle a été voir il y a quelque temps une diététicienne psy qui lui a donné justement une alimentation qu'elle devait respecter, mais ça ne fonctionne absolument pas. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu qu'elle vienne, parce que la façon dont vous exprimez justement, enfin, vous avez une autre vision. On ne parle pas de psy, on ne parle pas de... Enfin, c'est différent. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'elle soit présente et puis qu'elle puisse vous entendre. Parce que je pense que là, elle serait beaucoup plus en confiance. Donc je parle pour elle, oui. Maman inquiète. Et aujourd'hui, je ne peux rien faire. Bon, elle a sa vie. Petite, la servir, c'était très compliqué. Donc c'était la cuillère à café qui faisait son repas. J'ai jamais pu faire autrement. Et plus tard, je l'ai laissée se servir toute seule. Voilà. Et on ne sait pas comment l'aider. Merci de partager ça, en tout cas, et d'être là ce soir. Merci. Et de faire cette démarche pour votre fille. Je trouve ça beau. La vidéo sera disponible si jamais ça l'intéresse. Je lui ferai part, justement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, voilà, moi, je suis là si besoin aussi. Merci beaucoup. Flamandra, reste là encore un petit peu. Merci de ce témoignage aussi vivant, si vibrant, voilà, et vraiment puissant. Alors, je vous propose qu'après, on se retrouve au bar autour de Flamandra pour échanger, voilà, notre apéritif. Et auparavant, on va accueillir Sylvain pour notre nouveau petit rituel du jeudi, une fois par mois, pour la guidance. Voilà.